Comment accompagner les enfants à besoins éducatifs particuliers? C'est ce que nous allons découvrir avec Stéphanie Doué, titulaire d'un master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation parcours, métier de l'adaptation et de la scolarité des élèves handicapés. Formée au développement psychologique de l'enfant et de l'adolescent, ses travaux de recherche portent notamment sur l'impact du développement des compétences psychosociales sur le bien-être des élèves à besoins éducatifs particuliers. EIP, 10, TDA, TDAH. A tout de suite. Les éduques acteurs, le premier podcast spécialisé dans les pédagogies novatrices qui vous rendra acteur de votre éducation. Bonjour Stéphanie, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un enfant à besoin éducatif particulier? Alors en fait, l'apparition de la notion d'élève à besoins éducatifs particuliers est liée à ce qu'on nomme l'inclusion scolaire, hein, le fait qu'aujourd'hui ces élèves soient inclus en milieu scolaire ordinaire. Et donc en fait, la DGESCO en 2003 en a donné une définition alors assez évasive. Les élèves à besoins éducatifs particuliers, les besoins éducatifs particuliers, pardon, sont les besoins présentés par les élèves qui ne peuvent être scolarisés dans de bonnes conditions que si on leur prête une attention particulière pour répondre aux besoins qui leur sont propres. En fait, il y a des profils d'élèves qui relèvent de cette catégorie. Je vais pouvoir là les énumérer. En fait, vous allez vous rendre compte que ces profils sont très divers. Donc, les élèves à besoins éducatifs particuliers comprennent les élèves présentant une déficience auditive, visuelle, motrice, cognitive, les élèves atteints de troubles de la santé, les élèves présentant des troubles de la conduite et du comportement, des troubles spécifiques des apprentissages, les élèves intellectuellement précoces ou encore nouvellement arrivés en France, les élèves malades, accidentés, convalescents, en grande difficulté ou en décrochage scolaire, ou encore des élèves mineurs en milieu carcéral ou les enfants du voyage. Donc en fait, vous voyez que c'est une macro-catégorie qui dépasse largement le champ du handicap, parce que parfois on réduit cette catégorie des élèves à besoins éducatifs particuliers aux élèves présentant un handicap, mais en fait non, c'est bien plus large que ça. Et en fait, ça rassemble tous les élèves ayant temporairement ou sur le long terme un ou plusieurs besoins spécifiques pour accéder et réussir à l'école. Comment peut-on déceler qu'un enfant ou un adolescent a besoin d'un accompagnement éducatif particulier? Alors en fait, soit il y a déjà eu des demandes, alors soit il y a un handicap avéré, donc là du coup ce sont des élèves qui sont suivis par la MDA, la maison des adolescents, il y a des notifications, il y a des programmes qui sont mis en place. Aujourd'hui il y a même un livret du parcours inclusif, un LPI qui fait que tous les acteurs qui agissent pour la réussite de ces enfants peuvent avoir tous les renseignements qu'il leur faut et coordonner leurs actions. Mais en fait, on se rend compte que malgré l'hétérogénéité de tous les profils là, que j'ai pu citer avant, il est possible quand même de discerner chez les élèves à besoins éducatifs particuliers un certain nombre d'invariants, puisque je vous ai dit, ils ne sont pas tous reconnus avec un handicap, donc ils ne sont pas tous identifiés. Et donc, en fait, tous les élèves à besoins éducatifs particuliers montrent d'abord, ça ce sont les études de Gauthier en 2009, qu'ils ont un déficit de motivation. Ça, c'est quelque chose de transversal qu'on retrouve chez tous les profils que j'ai pu citer avant. Donc, un déficit de motivation, une disharmonie dans leur performance d'une discipline à l'autre. Ils peuvent être très bons dans certaines matières et avoir de grosses difficultés dans d'autres. Ils peuvent aussi avoir des difficultés à trouver leur place au sein d'un groupe, du groupe classe par exemple, pour ceux qui sont scolarisés. Ils peuvent montrer de la lenteur, un refus, du rejet, etc. Donc là, il faut faire attention à tout ce qui est phénomène de victimisation, d'harcèlement. Il peut y avoir aussi des manifestations de leur souffrance physique, ça aussi c'est transversal à tous les profils, du découragement, de l'agressivité, du détachement. Donc c'est comme ça qu'on peut déceler que certains élèves, certains jeunes relèvent du profil d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Manque de motivation, disharmonie des performances, souffrance psychique.
voilà, ce sont des indicateurs. Et du coup, l'ensemble des profils d'élèves à besoins éducatifs particuliers montrent un certain nombre d'attitudes qui sont en fait des parties émergées d'iceberg masquant en réalité un déficit de certaines compétences sociales, cognitives ou émotionnelles qui sont atrophiées ou en tout cas pas suffisamment développées. Je pense par exemple à la difficulté à s'insérer dans le groupe, à y trouver sa place et les souffrances que cela peut générer. Eh bien, en fait, c'est à mettre en relation avec un manque d'habileté dans les relations interpersonnelles, ainsi qu'une communication inefficace. Si je reprends l'exemple de la lenteur, du découragement, de l'agressivité ou encore du détachement, c'est symptomatique en fait d'un manque de capacité à gérer les émotions, à gérer le stress, à s'autoréguler, etc. Et certaines de ces compétences sociales, cognitives ou émotionnelles déficitaires ou déficientes chez les élèves à besoins éducatifs particuliers appartiennent en fait à une macro-catégorie désignée depuis la charte d'Ottawa de l'OMS en 1986 par le terme de compétences psychosociales. Et du coup, ça a donné lieu à de nombreux programmes pour développer ces compétences qui sont défaillantes ou amoindries, notamment chez les élèves à besoins éducatifs particuliers. Que l'on soit parent, professionnel de la petite enfance ou de l'enseignement, comment peut-on accompagner l'enfant au quotidien dans son apprentissage et son développement? Alors que je sois parent, que je sois éducateur, que je sois enseignant, c'est vrai qu'il y a toujours cette question que les élèves à besoins éducatifs particuliers soulèvent, c'est comment je fais, quoi. Concrètement, comment je fais. Et puis, quand je n'en ai pas qu'un. Vous avez bien vu tous les profils que j'ai listés. Vous imaginez, si je prends l'exemple d'une classe, on voit bien l'hétérogénéité des profils. Quand dans une classe, comment je fais quand j'ai 3 dyslexiques, un déficient visuel, ça peut arriver, et puis en même temps que j'ai 2 TDAH et des élèves primo-arrivants. Donc on voit bien le casse-tête que ça peut engendrer après derrière pour les personnes qui les prennent en charge. Et en fait, bien sûr qu'il y a des pistes d'action, il y a des choses à explorer au niveau de la pédagogie, au niveau de la didactique, mais moi du coup j'ai orienté plutôt mon travail sur un axe transversal, transdisciplinaire, multidimensionnel et vraiment axé sur les CPS parce que prendre en charge un élève à besoin éducatif particulier, un élève ou plusieurs, parce que souvent dans les classes et dans les groupes, il y en a plusieurs, et ben, ça peut vraiment être source de stress et d'angoisse et de se dire oh là là, à ma charge de travail déjà habituelle pour des élèves à profil typique, et bien comment je fais pour les élèves à profil atypique. On a un peu cette impression qu'il va y avoir une couche supplémentaire qui va se rajouter sur un millefeuille déjà parfois un peu indigeste. Et en fait, il y a moyen d'agir de manière transversale et de faire en sorte que l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers soit en fait bénéfique non seulement à ces élèves-là, à besoins spécifiques, mais également à l'ensemble du groupe classe, et qu'en fait, c'est une opportunité de faire autrement, de faire différemment, mais pour tous, pas seulement que pour ces élèves. Et donc, je pense que l'une des clés, et c'est en cela que le développement des compétences psychosociales est intéressant, parce que du coup, lorsqu'on propose ce genre de programme, ce genre d'activité, on le propose à l'ensemble du groupe classe et c'est bénéfique pour tous. Ça n'empêche pas la différenciation pédagogique à d'autres moments des apprentissages. Voilà, ça n'empêche pas l'individualisation de certaines tâches. Mais en même temps, ça permet de faire progresser tout le groupe et notamment ces élèves-là sur un certain nombre de compétences dont la défaillance ou la déficience ou l'hypertrophie eh bien, sont l'origine de comportements inappropriés qui gênent au quotidien la progression du groupe. Tu nous as dit que le besoin éducatif particulier chez l'enfant relevait des compétences psychosociales. Existe-t-il des programmes ou des outils d'accompagnement spécialisés dans ce domaine?
Alors aujourd'hui, il existe, oui, des programmes de développement des compétences psychosociales, qui sont validés, scientifiquement. Il y en a plusieurs. Il y a des programmes de développement des compétences psychosociales à destination des crèches dès le plus jeune âge, d'autres plus, pour, les maternelles, le premier degré, le second degré, pour les adultes, les enseignants, parce que le développement des compétences psychosociales, c'est l'affaire, de tous. Donc il y a des programmes qui, petit à petit, diffusent dans l'éducation nationale, auxquels de plus en plus d'enseignants ont accès, mais aussi au niveau de la petite enfance, auxquels de plus en plus d'éducateurs et de structures ont accès. Voilà, c'est des programmes qui nécessitent un encadrement, un accompagnement au long cours, parce que le développement de ces compétences ne peut pas se faire en un jour, avec des activités très pragmatiques et qui sont surtout efficients. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent que vraiment ces programmes permettent à ces jeunes d'accéder à la réussite scolaire. Ça leur donne une meilleure estime d'eux-mêmes, des capacités de résilience supérieures, donc des meilleurs résultats scolaires, je l'ai dit, des grandes compétences, de plus grandes compétences sociales, une moindre association à des pairs ayant des comportements antisociaux et un faible niveau d'anxiété et de dépression. Donc là, je cite les travaux de Lambois et Guillemont de 2014. Et donc vraiment, voilà, on sait qu'en milieu scolaire, et puis dans toutes les structures, un petite enfance, c'est vraiment quelque chose qui permet de viser le bien-être et la santé à long terme. Merci Stéphanie Doué de nous avoir éclairé et conseillé sur l'accompagnement d'enfants à besoins éducatifs particuliers. On vous dit au prochain épisode. Et d'ici là, apprenez autrement, éduquez différemment.